Bonsoir, donc Pierre Vasarely, je suis le président de la Fondation Vasarely et j'étais très heureux aujourd'hui d'accueillir la CAFAP dans le cadre donc d'une réunion autour de l'art et de l'économie. Ce type d'action est assez courante à la Fondation. Nous sommes habitués effectivement à recevoir de nombreuses structures culturelles et autres qui ont vocation effectivement de parler de leur activité, notamment lorsqu'elles touchent à l'art et à l'économie, mais également au monde de l'entreprise, où effectivement la Fondation travaille avec de nombreuses structures qui œuvrent à travers la promotion de leurs matériaux, de leurs nouvelles technologies. La Fondation effectivement répond aux vocations que lui avait fixées Victor Vasarely, son fondateur, que d'être un creuset où effectivement se rencontrent tout type de personnes dont l'activité a trait à l'architecture, l'urbanisme, mais également bien évidemment à la culture. Oui, donc sur le site de la Fondation, vous trouverez toutes les informations idoines concernant nos activités et je vous incite à nous retrouver pour toute demande de privatisation d'espace, mais également d'organisation de soirées liées à la promotion donc de vos produits, de vos actions et c'est vrai que ce lieu se prête merveilleusement bien à ce type de rencontres. Enfin, il y avait Soto. Il y avait Paul Bury aussi, je m'excuse, j'ai oublié Paul Bury. Et Paul Bury avait des œuvres qu'on déplaçait. C'est-à-dire c'était des reliefs au mur, et vous pouviez tourner les différentes formes pour faire aussi votre composition. Ensuite, vous aviez Soto. Donc Soto, lui, c'était aussi un rapport au visiteur. C'est-à-dire c'était votre position devant l'œuvre qui créait des moirages ou qui changeait donc la nature de l'œuvre. Et ce qui est commun entre toutes ces différentes parties de l'art cinétique, c'est que tous voulaient un rapport au visiteur qui soit différent d'un rapport à vous êtes devant la Joconde, voilà, la Joconde, elle est la Joconde, elle va pas bouger, il va rien se passer de différent. Donc ils avaient une volonté féroce que leur œuvre et le visiteur face à leur œuvre est un autre rapport avec l'art. On a eu ensuite le groupe de recherche d'art visuel, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, qui a continué dans cette volonté. Et on a comme exemple une exposition qui a eu beaucoup d'importance à l'époque, qui s'appelait Clarform, qui a commencé en Belgique et puis qui est partie dans les pays scandinaves. Et cette exposition a eu lieu parce que les artistes scandinaves comme Mortensen, Jacobsen, Barkling s'étaient mobilisés pour que cette exposition ait lieu. Et ce n'était pas une exposition seulement d'eux. Il y avait Vasarely, il y avait Herbin, il y avait tous les artistes de cette tendance-là. Et il y avait cet élan vers l'international. C'est-à-dire la galerie et cette tendance n'a jamais été une tendance de Paris, point, bien qu'elle ait sa base à Paris. Ça a toujours été une tendance internationale. Le Nisronais a toujours voulu diffuser à l'international. Elle ne s'est jamais cantonnée à Paris, bien qu'elle ait toujours dit « je ne quitterai pas Paris, je suis parisienne et je reste parisienne ». Mais sa diffusion était bien au-delà. En tout cas, c'est forcément en rapport avec notre société, parce qu'on ne peut pas imaginer que ni l'art, ni le commerce de l'art est en dehors de la société telle qu'elle est, ou par l'expérience, par la vie, ressort d'une manière très forte et nous permet, de continuer la galerie dans cette ligne-là, parce que j'aime cette ligne, après une pénurie très importante, un creux très important de reconnaissance de cette tendance, et de reprise par les jeunes artistes de cette tendance, il se trouve que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont en train de reprendre les idées de base de cette tendance, mais en les réinterprétant, en réinventant un langage et en réinventant des œuvres. Évidemment, si vous venez aujourd'hui dans la galerie, je viens d'ouvrir une exposition avec 17 jeunes artistes. Mais vous verrez que vous les regardez un par un et vous trouvez la famille a repris goût, ou plutôt les collectionneurs ont repris goût et les galeristes ont repris goût. Il y a une certaine période où pour trouver une œuvre de cette tendance-là, il fallait venir à la galerie de Nisronais, ou il fallait aller sur le stand de la foire de Bâle, galerie de Nisronais, ou dans le stand de la FIAC, galerie de Nisronais, et nulle part ailleurs, vous trouviez des Vasarely, des Soto, des Haggard, etc. Aujourd'hui, comme c'est à nouveau, on va dire à la mode, pour parler facilement, vous trouvez maintenant des œuvres de ces artistes dans
plein d'endroits. La seule différence que nous avons par rapport aux collectionneurs, c'est que la galerie n'a qu'une ligne. La galerie a une connaissance fine de cette tendance-là. Nous n'avons aucune connaissance, et en tout cas sûrement pas moi, des artistes, je dirais figuratifs pour parler de personne, hein, mais je connais des artistes figuratifs, mais je n'ai pas la connaissance que je peux apporter à un collectionneur, alors que sur cette tendance de l'art, j'ai une connaissance réelle, à la fois de l'histoire et à la fois de ce que je pense aujourd'hui et de ce que je peux apporter aujourd'hui, qui permet d'avoir un autre niveau de discussion avec les collectionneurs, qui permet d'essayer de les faire adhérer à cet art ou à ces jeunes artistes. C'est une des particularités de la galerie, cette force et cette volonté de travailler à l'international, parce que les collectionneurs sont plutôt américains, sud-américains énormément. Dans le Nord, à une période, les collectionneurs belges, et on le voit bien dans les collections belges aujourd'hui, ont été des grands amateurs de Vasarely par exemple, mais de cette tendance de l'art. Je suis allé dernièrement à la foire de Bruxelles. Pour la première fois, cette année, on a fait Art Bruxelles. Ben, écoutez, les rapports avec les visiteurs, collectionneurs et non collectionneurs étaient différents de quand je suis à Paris. Il y avait quelque chose de plus grande affinité, de plus grande connaissance, même chez les tout jeunes qui visitaient le stand, mais pas d'une manière je m'en foutiste. Il y avait quelque chose de différent. En fait, j'ai un petit film que je vous ai amené qui donne peut-être un petit peu, qui doit ouvrir peut-être quelques questions. En fait, c'est je sais pas vous, secteur absolument un peu similaire que notre précédent intervenant, c'est-à-dire que c'est encore plus désuet parce que c'est une petite gourmandise de photographie, c'est vraiment des procédés historiques et je me suis spécialisé là-dedans pour en fabriquer une œuvre en fait tout court, puisque je l'applique aussi sur d'autres matériaux que du papier, du bois, sur du verre, voilà, donc il était important pour moi de retrouver une quotidienneté d'atelier dans lequel la photographie est confrontée à une vraie matérialité qui est absolument annulée par l'industrie photographique qui veut tout rendre lisse et semblable parce que ce sont des produits industriels et comme je disais tout à l'heure dans le film, la main elle a une mémoire que les machines n'ont pas. Je trouvais que c'est un pari intéressant de rajouter ça à la photographie. Voilà, donc ça c'est par rapport à mon activité et j'ai développé comme ça beaucoup ce sont des niches commerciales puisqu'on va parler de art et business en fait, et art et économie. Et donc j'ai découvert des niches en fait dans lesquelles je peux avoir une place avec cette vision, puisqu'il s'agit de donner quand même à la photographie un artisanat et dire beaucoup plus sur le monde à travers ça. Alors j'ai eu, à un moment donné, pour développer une espèce d'économie, il a fallu que je crée un atelier, et j'ai créé en 1993 un atelier à la Belle de Mai, mais ce n'était pas encore à la friche, c'était une usine de vêtements de sport avec 500 mètres carrés, parce qu'à Marseille, à l'époque, l'immobilier n'était pas inaccessible, on pouvait avoir des grandes surfaces pour peu d'argent, et après, ça devenait rapidement un peu compliqué financièrement, et parce que mes galeristes ne pouvaient plus me suivre, et donc du coup, je suis allé voir à la friche, et on m'a proposé un bel atelier que j'ai agrandi entre-temps, et modifié et modernisé, et c'est là que je cherche toutes sortes d'applications pour la photographie, pour trouver des lieux dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai eu des commandes pour les ministères cadastrales, j'ai eu
des commandes pour le nouveau siège social de l'EICA. C'est un travail sur verre, parce que chaque fois, on me demande en fait un savoir-faire technologique. Pour la France. C'est-à-dire que par rapport à Berlin, je ne suis pas dupe. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas perdu l'Allemagne. C'est-à-dire que je retourne régulièrement. La semaine prochaine, je vais être à Düsseldorf et je prépare une exposition. En fait, ce n'est pas par choix d'abandonner l'Allemagne, bien au contraire. Mais par contre, je suis à Marseille, parce que Marseille, c'est une ville avec un imaginaire incroyable. C'est le Jérusalem de l'Europe, parce que toutes les croyances sont là. Il y a des gens qui arrivent avec un espoir fou, et ça, on n'a plus du tout à Paris. On a à Berlin peut-être un peu, parce que là aussi, il y a toute l'Est qui pénètre dans cet endroit. Et toutes des personnes qui arrivent de quelque part et ils veulent absolument faire fortune et faire sur place, et peut-être tout simplement venir au monde. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et c'est ça qui me plaît à Marseille. Et c'est pour ça que je suis à Marseille. Mais en fait, je n'ai jamais abandonné l'Allemagne. Donc, et par contre, j'ai réussi aussi à vendre donc énormément d'œuvres à des Marseillais. Donc, ça veut dire que la culture, l'imaginaire, il n'est pas limité finalement. On est fait pour se rencontrer, et on est fait pour mélanger et mixer tout ça. Et je crois que c'est ça la recette pour moi, en tout cas, c'est d'avoir mélangé mon imaginaire et l'avoir fécondé avec des idées qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et je trouve qu'un terrain extrêmement fertile à Marseille. Voilà. Donc Marseille reste pour moi mon Jérusalem. Vous, la parole. Oui, merci. Bon, j'ai bien compris tout, mais peut-être je vais commencer en français et puis je continue en allemand si je ne trouve pas les paroles. Je voudrais expliquer un peu le système. Je gère une sorte de galerie, une salle d'art, une Kunsthalle, un mot typiquement allemand pour les salles d'art, mais pas une galerie commerciale, une sorte d'institution muséale, mais quand même privée. C'est comme ça, je pense, que je suis invité ici. La Kunsthalle de la Hyperkulturstiftung, dans un centre commercial au plein milieu de Munich, entre Marienplatz, la place principale, et Odeonsplatz, dans un immeuble à côté. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Oui, ça c'est maintenant une librairie, mais ça c'est d'abord un immeuble de la banque, Hypovereinsbank. Et en 2001, on a renouvelé par Herzog et de Meuron, les architectes, tout ce bloc, et on a mis un centre commercial avec les nouvelles salles pour la Kunsthalle. Et ça c'est l'intérieur, et on a 1200 mètres carrés pour salle d'exposition, et ils sont magnifiques. Et à côté, vous voyez ce centre commercial. Bon, la Hypovereinsbank, c'est une des grandes banques en Allemagne, appartient à la Unicredit, une banque italienne, mais ça existe depuis des années. Et dès le début, ils ont fait un grand engagement culturel. J'ai rien directement à faire avec la banque. Alors la banque mène à des programmes culturels pour les jeunes, des festivals de musique. Le 4 juillet prochain, il y aura une grande nuit d'opéra, un grand festival pour le festival d'opéra de Munich. La banque célèbre une nuit pour tout le monde avec des concerts. Puis la banque, elle collectionne d'œuvres d'art. Elle collectionne toujours. Elle a une collection pour les bureaux d'une 20 000 d'œuvres d'art et une toute petite collection, 70
œuvres, des vrais chefs-d'œuvre qui sont achetés pour être exposés dans une variation de musées, la Alte Pinakothek, le musée à Nuremberg. Et là, on a des images de cette nuit d'opéra. C'est en plein centre-ville. Puis, deux de ces œuvres qui sont exposées au musée, la plus fameuse, le tableau de Boucher, la Madame de Pompadour qui est exposée à la Alte Pinakothek, une statue égyptienne, et seulement 4 exemples de la collection de la banque même. Moi, j'ai rien à faire avec ça. Puis, il y a 30 ans, la banque a fondé la Fondation culturelle, la Hypo-Kulturstiftung. Et la Kulturstiftung, là, il y a 5 piliers, comme on peut dire. Il y a un prix pour des monuments historiques en Bavière, très important, un prix de 50 000 € chaque an. Des gens privés qui ont restauré leur propre maison, ils peuvent recevoir un prix pour la rénovation de leur maison. Puis il y a des donations pour des achats d'œuvres pour des musées, des subventions pour des projets culturels en général, et il y a encore une bourse par an de 50 000 € pour des chercheurs ou des conservateurs de musées. Et puis, il y a la Kunsthalle. La Kunsthalle, en fait, le solde de la fondation. Oui, le solde de la fondation, c'est seulement, et c'est vraiment pas beaucoup, 11 millions €. Le capital de la fondation. Idéalement, l'intérêt de ce capital doit payer pour toutes ces activités. Et la Kunsthalle, c'est un Wasserkopf de la fondation. En fait, la partie émergée. Oui, bon, c'est plutôt la Kunsthalle, en fait, c'est trop gros pour la fondation. Financièrement, la fondation ne peut pas gérer la Kunsthalle parce que pour organiser ces expositions, 3 par an, ça coûte énormément. On paye un loyer de presque 2 millions € par an pour ces salles. Alors, je reçois directement de la banque une donation de un peu plus de 3 millions €, mais 2 millions, ils font déjà directement pour payer le loyer. Alors, il me reste que plus d'1 million € pour organiser 3 expositions par an, et c'est pas beaucoup du tout. Alors je suis comme une galerie commerciale, il faut vendre des œuvres, mais je ne vends pas. Alors, pour moi, la pression, c'est d'avoir des visiteurs. Environ 300 000 visiteurs par an. Et pour une ville comme Munich, avec 1,5 million habitants, c'est vraiment beaucoup de visiteurs. Et là, je vais vous donner quelques impressions d'expositions qu'on a fait déjà. Ça commence avec l'archéologie, une grande expo sur Pompéi. On a montré une fois la collection de Bibles ottoniennes de la Bibliothèque nationale, et c'est vraiment une collection, la collection la plus importante de ce genre mondial. Ce sont quelques livres sont des National Heritage UNESCO. Alors c'est rarissime de voir ça, même si on est chercheur sur ce sujet, on peut que voir les facsimilés et leur
une fois par génération, une fois toutes 60 années, la bibliothèque dit oui, il faut montrer les originaux et ils ont fait ça chez nous parce que les salles sont vraiment magnifiques. Là, récemment, on a organisé une très grande exposition sur le rococo bavarois. Aussi quelque chose de très rare, une collaboration avec la diocèse de Munich. On a sélectionné des œuvres très importantes de sculpteurs comme Günther et Straub. Et acheter effectivement des œuvres d'artistes au départ inconnus. Manque de chance, au bout de quelques années, eh bien, chaque région achetait les mêmes artistes, connus, français ou étrangers. Donc il y a eu une déviance et qui a fait que malheureusement, bien dans les 22 régions, il y a encore peu de temps, on voyait pratiquement les mêmes œuvres, qui n'étaient pas forcément des œuvres d'artistes régionaux et locaux. Donc, mais au départ, je pense que l'idée est formidable de pouvoir aider la jeune création contemporaine à créer. Et quand on n'est pas dans le marché, ben justement, c'est le projet. Alors une entreprise peut se substituer au marché au départ, mais ensuite très rapidement, on est rattrapé par cette notion de coût, de prix, de marchandises, quelque part, qui peut poser problème. Mais c'est vrai que c'est une réelle difficulté. Attention, alors peut-être qu'encore une fois, je suis un petit peu en dehors du circuit, mais on peut tuer des artistes en voulant aller trop vite. C'est pas on peut, il y a des artistes qui ont été tués en voulant aller trop vite, c'est-à-dire quand tout d'un coup ils ont une notoriété et des prix incroyables et tout, il y a quelque chose qui meurt en eux, parce que le lendemain ils peuvent tomber à zéro. Et cette espèce d'effet qui est déjà arrivé, je me souviens au tout début quand les jeunes, enfin les plus jeunes artistes russes sont arrivés sur le marché, il y avait un engouement, une folie, il y en a plein qui sont morts, qui n'existent plus, qui sont morts artistiquement parlant. Par exemple, par rapport à ça, je crois qu'il faut constituer un public. Chaque artiste il doit, d'une manière ou d'une autre, quand même se constituer un public. C'est-à-dire que quelqu'un un ensemble de personnes qui sont absolument sensibles à son travail. Et c'est ça qui fabrique aussi le prix. Parce qu'en fait, qu'un artiste qui n'a jamais rien vendu, ben, il n'est pas intéressant pour les amis de me dire tiens, j'ai acheté ici et cela, et ça intéresse personne. Il faut qu'à un moment donné que la mayonnaise prend. Et ça, c'est une question collective. Ça se prend dans le collectif. Et ça, c'est rassurant parce qu'il y a quelque chose au niveau du groupe qui fonctionne aussi. Ce n'est pas une décision d'un individu ou des individus ou des spéculations. À un moment donné, ça correspond quand même à quelque chose de réel. Alors Roger, peut-être le mot de la fin pour cette partie de table ronde. Quel serait votre conseil pour les jeunes artistes, justement, qui ne sont peut-être pas forcément montrés chez vous, mais... C'est vraiment un monde à part pour moi. Je ne les montre pas parce que c'est trop cher pour moi. ça c'est vraiment la réalité. Gérer la Kunsthalle, ça coûte 10 000 € par jour. Et alors moi je dois avoir un public qui me rend des recettes. Et alors c'est vraiment un monde à part, ces grosses expositions. C'est pour ça qu'il y a des galeries, mais aussi des musées qui sont subventionnés par exactement. Mais comme ça, à Munich, il y a le Haus der Kunst, subventionné par l'État. Là, il n'y a que l'art contemporain et c'est exact l'équilibre à Munich pour voir tous les œuvres d'artistes jeunes et d'artistes arrivés. C'est ça. Même mon conseil pour les artistes jeunes, bon, ça c'est autre chose. C'est tellement complexe comme système. Votre prochaine exposition, ça sera avec Jean-Paul Gaultier, l'expo qui est en parallèle maintenant. C'est notre première exposition sur la mode. On va présenter la Sammlung Goetz, la collection Goetz qui est très connue à Munich. Et là, on aura chez nous aussi l'art contemporain.
Je voudrais juste, avant qu'on termine, un dernier point, parce que je vous ai vu réagir par rapport au fait, j'ai entendu, il n'y a pas de spéculation. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas, du moins le marché, le prix se fixe. Bon, je voudrais un peu... oui, je vous ai vu un peu réagir. Non, mais justement, je voulais dire, il y a quand même forcément un peu de spéculation. Là, on est un peu dans le sujet, on rentre dans le sujet. Oui, oui, d'accord. Si vous voulez, c'est pas une galerie toute seule qui va imposer un prix d'un artiste. Ça marche pas. Je veux dire, là, si je reprends le cas précis d'aujourd'hui, cette exposition avec ces 17 artistes, bon, il y en a quelques-uns qui sont déjà, que j'ai déjà exposés, qui sont déjà un peu montés, qui ont un peu affermi leur cote, et il y en a, je sais pas. Je veux dire, sont vraiment des paris. Est-ce qu'il va y avoir un public qui va adhérer à ce que je crois être un des futurs grands artistes? C'est pas sûr. Et si personne n'adhère, il n'y a pas de cote, personne n'achète. Donc vous ne pouvez pas tout seul, il faut que vous trouviez le public quand même en face, mais par contre, il faut faire votre boulot pour le présenter. Or, je réagissais aussi en disant, bon, il y a les galeries pour faire ça, ok, il faut qu'aussi on arrive à le faire et qu'on ait les moyens pour le faire, vous voyez, c'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas des grands collectionneurs ou des grandes galeries, je vois récemment, il y avait un reportage sur Arte sur les collectionneurs russes, oligarques russes qui se constituent carrément des musées à titre personnel. Est-ce qu'eux ne peuvent pas dire, voilà, tel artiste m'intéresse, je vais acheter ses œuvres et faire monter comme ça justement la valeur de manière assez artificielle. En fait, on rejoint des marchés, action. Bien sûr que ça arrive. Attendez, moi je peux vous citer un des artistes que j'expose, qui s'appelle Elias Crespin. Elias Crespin, il fait des œuvres en mouvement, comme ça, très, très magiques et très poétiques. Bon, abstraites et construites, je précise. Bon. Et il a quelques collectionneurs. Il vient du Venezuela, mais il habite Paris depuis 10 ans à peu près. Il travaille à Paris, il habite Paris. Et ben, il a des collectionneurs vénézuéliens qui le suivent depuis plusieurs années. Et c'est grâce à ces collectionneurs-là qu'effectivement sa cote est arrivée à un certain niveau. Pour vous dire, une œuvre d'Elias Crespin, c'est entre 80 et 200 000 euros. Donc il y a déjà une cote là, vous voyez. Mais effectivement, elle s'est faite parce que des galeries l'exposent, parce qu'il a une certaine reconnaissance, et parce que des collectionneurs y adhèrent, et parce que des collectionneurs le soutiennent, et parce que d'autres, simplement, moi j'ai vendu des œuvres à des collectionneurs parisiens qui n'avaient jamais vu ces œuvres-là, ils ont eu le coup de cœur, maintenant elle est installée chez eux, ils sont super contents, ils montrent ça à leurs amis, ça fait partie du jeu aussi. C'est-à-dire, vous avez une œuvre, vous êtes content de la montrer à des amis qui, éventuellement, d'ailleurs, vont en acheter une. Tout ça, il n'y a pas de choses comme ça, miracle et tout. Ça se construit, et si vous avez personne qui adhère en face, vous faites tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. En fait, c'est comme la musique. En fait, on écoute beaucoup de musique et tout le monde aime à un moment donné le même groupe. Avec c'est pareil pour les artistes. À un moment, on aime, on n'aime pas. Et il y a quand même des gens qui sont plus aimés que d'autres. Voilà. C'est le mot de la fin. Donc, je vous propose de nous retrouver à 18h10 pour la seconde table ronde. Merci.